Écoutez, il est 29, si mon horloge est bonne. On s'est encore une fois promis de débuter à l'heure, donc on va lancer notre atelier. J'espère que vous avez encore un petit peu de place, tant là que là. On va forcément remettre une couche, hein. On n'espère pas de frustration en se disant dès la semaine prochaine, merde, qu'est-ce que à la fois on a retenu et surtout qu'est-ce qu'on va mettre en application. Mais bon, nécessairement vous êtes là aussi pour ça, donc on a comme objectif évidemment de vous voilà, faire un petit parcours avec nous sur une rétrospective de 20 ans de ce secteur-là qui littéralement, selon vos différentes positions, vous le savez, comme nous, qui a explosé, quoi, qui a évolué, pas plus tard que la semaine dernière, fin de semaine, il y a encore nos chers nouveaux députés qui ont encore voté une petite chose là, voilà, qui va faire évoluer encore notre situation. Donc tout ça est très frais, je vous ai mis une diapo avec un QR code. On sait que maintenant c'est la techno qui refonctionne, on a bien compris ça ce matin, donc vous allez pouvoir flasher voilà, un petit lien. Bref, on est ravis d'être avec vous cet après-midi. On va donc encore une fois vous faire voyager dans différentes dimensions, un peu réglementaire fiscal. Nous ne sommes pas tous les trois fiscalistes, juristes, mais forcément on est obligé de parler un minimum de ce sujet-là, qui va impacter, on l'espère, un minimum la suite. Dans les prochains mois, on y aura un sujet sur le positionnement, et puis ensuite il y aura un sujet sur le côté marketing. Et tout ça, évidemment, aussi votre rôle en tant qu'institutionnel. Qu'est-ce que vous faites avec ces chers sociopros, prestataires, porteurs de projets, exploitants, qu'on aime et qu'on déteste en même temps. Bref, chère Elsa, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Merci Jérôme, donc je suis ravie d'être avec vous à Pau pour la première fois de ma vie. Je viens d'Aix-en-Provence et je suis ravie d'avoir fait ce voyage. Je suis formatrice et consultante en innovation touristique durable et régénérative et je viens vous présenter une petite capsule pour vous faire voyager dans la démarche régénérative aujourd'hui. Et je suis aussi fondatrice d'une marque qui va proposer d'introduire le bien-être holistique dans l'expérience touristique. Bon, rien que ça aurait pu durer 1 heure, hein. Vous l'avez compris. Elle nous parlera justement du tourisme régénératif dans le cadre du positionnement de plus en plus important pour vos prestataires, qui ne s'accueillent pas juste dans une belle chambre ou un beau gîte, il faut en faire plus, donc c'est pour ça qu'Elsa est avec nous cet après-midi. Bon, moi très succinctement, rapidement, bon, GSC Stratégie, bientôt 15 ans d'âge, pas 20 ans, 20 ans j'avais mon bac, je crois, de mémoire. Donc bon, bref, 15 ans que j'ai créé cette boîte, on accompagne historiquement, nous, des porteurs de projets, des exploitants sur spécifiquement ce secteur-là de l'hébergement indépendant. Bon, parfois on me dit que je suis monsieur gîte, chambre d'hôte. Bon, voilà, j'aime bien cette casquette et c'est pas forcément faux. Charlotte, je t'en prie. Oui. Charlotte, du coup, donc je travaille chez Guest et Stratégie. Moi, j'ai plutôt la casquette accompagnement des offices de tourisme dans la relation aux prestataires. Donc, mon ancienne casquette office de tourisme que du coup je mets au service maintenant et des prestataires, puisque on forme également des porteurs de projets, des prestataires. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette petite attache personnelle avec vos structures. Voilà, les présentations étant faites, sans surprise, sans plus attendre, on se lance en effet dans un premier temps sur il y a 20 ans. Premier screenshot qui fait mal aux yeux. J'entends, il y a peut-être encore des sites comme ça. Bon, heureusement pas chez J2France, hein, ils ont quand même bien évolué, mais auprès de vos prestataires, ouais, il y a encore des sites orange.fr qui circulent à droite à gauche, des skyblogs. Bon, voilà, on voit encore des reliques assez historiques comme celle-ci. Bon, j'ai pris J2France parce qu'en effet, il y a 20 ans, les amis, on s'en souvient, quoi. Je dis pas qu'aujourd'hui J2France est moins important, ils ont une stratégie maintenant qui est celle proche d'une agence de voyage en ligne, hein, où ils oublient le côté juste marque, de plus en plus au niveau de la vente. Je sais pas le débat de l'après-midi, hein, je vous rassure, mais c'est un acteur qui était encore plus incontournable sans doute à l'époque, avec son voilà, célèbre petit logo coq, hein, qui a changé 2 fois, hein, depuis cette génération. On a des termes qu'on n'emploie plus trop aujourd'hui, voilà, type chalet loisir, gîte d'étape qui demeure, gîte d'enfant un peu plus rare, gîte rural. Bon, vous le savez comme moi qu'aujourd'hui on parle d'un Airbnb, hein. Quoi qu'il arrive. Donc même le terme gîte parfois est complètement ringard, moins utilisé dans les mots-clés Google que le mot Airbnb nécessairement. Voilà, donc au moins ils avaient un site internet, hein, on le voit, 1er octobre 2004. Les prestataires à l'époque, sans faire de sondage, parce que j'étais, voilà, encore une fois, pas du tout encore dans la partie, je pense qu'il y avait peut-être 2-3% des prestataires qui avaient un site internet, quoi. Aujourd'hui, selon leur profil, leur contexte, leur ambition, bon, ils sont peut-être 50-60% à avoir un site internet, quoi. Et d'autres, évidemment, misaient que sur les OTA, malheureusement. Alors, j'ai voulu me plonger dans les statistiques, en l'occurrence INSEE.
sur le tourisme en France, édition 2005, donc qui donne des statistiques de 2004. Est-ce que vous avez une idée? Là, on parle des meublés de tourisme classés, sachant qu'à l'époque, nos chers labels Clé Vacances et Gîtes de France étaient considérés comme des meublés de tourisme classés. Donc, ils sont comptabilisés dans des statistiques, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. D'après vous, donc incluant ceux qui étaient purement classés à tout France et ceux qui étaient labellisés Gîtes de France ou Clé Vacances, en 2004, ils étaient combien? À l'échelle nationale, hein, évidemment. J'entends 100 000 à ma gauche, 150 000, vous avez gagné la bourriche. Bien joué. À 150 000. Ok. Bon, comparativement parlant, ça restait supérieur à un nombre d'hôtels, ça restait supérieur à un nombre de campings, mais évidemment, on est dans un secteur qui est très atomisé. Hein, donc, on dilue énormément la capacité d'accueil entre de très nombreux acteurs. Il y a quelque part moins de campings, mais en nombre d'accueil, évidemment, ils sont ultra puissants. Nous, on est nombreux, mais très petits. Ce qui explique les complications qu'on peut avoir aussi avec cette typologie d'acteurs-là. Bon, maintenant, on arrive tout de suite en 2024. Évidemment, la situation a hautement évolué. Hein. Vous le voyez sans doute au quotidien. Hein. Ceux qui sont là dans vos profils depuis des années, vous l'avez bien vu. Tout s'est transformé. Une petite ruralité qui a explosé. Même, évidemment, la ville historique, là aussi, a pris de l'ampleur. D'après vous, en septembre 2024, il y a combien, on va appeler d'annonces maintenant, on appelle ça des annonces sur Airbnb, pour essayer de prendre la massification le plus de stock possible. Hein, je crois que j'ai assisté à un atelier sur les marketplaces qui disait qu'en effet, aujourd'hui, je crois qu'il y a 90% du stock de meublés de tourisme, gîtes, ce que tu veux, hein, qui sont sur Airbnb, quoi. Donc c'est là, en gros, l'activité quelque part se passe, qu'on soit content ou pas, c'est un petit peu la réalité de notre secteur. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'annonces sur Airbnb à l'heure où on se parle? Vous êtes bon, en effet. Regardez la courbe, on est là dans le million et quelques. Okay, bon, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution évidemment de ce nombre d'annonces. Okay, donc quand je dis nombre d'annonces, vous avez bien compris que c'est pas un nombre de personnes d'accueil, quoi. C'est pas une capacité d'accueil. Hein, il faut multiplier par 3, 4 à peu près en fonction des différentes statistiques qu'on peut ou ne pas trouver. On était à 460 000 post-pré-Covid ou Covid, et puis aujourd'hui on est à plus d'1 million. Ça se tasse pas. On a cru qu'il y avait un effet JO évidemment qui allait faire qu'il y aura encore plus d'offres plus opportunistes, hein, de personnes qui allaient se mettre à louer leur maison, leur garage, leur chambre, etc. Bon, c'est pas retombé quoi pour l'instant. On est toujours à plus d'1 million à peu près de locations touristiques à l'échelle d'Airbnb, qui encore une fois représente la majorité de l'offre à l'échelle de notre territoire national. Comparativement parlant, je crois qu'aux États-Unis c'est 1,5 million à peu près. Bon, sauf que les États-Unis c'est 16 ou 17 fois, je crois, la France à peu près. Donc il y a quand même un truc de malade, quoi. La France est le deuxième marché, vous le savez sans doute, d'Airbnb, évidemment, à l'échelle internationale. Donc 130% de croissance en ces quelques années. Alors, maintenant, j'ai voulu humblement, pour ça pas non plus trop complexe, rappeler, non pas forcément depuis 20 ans, mais depuis quelques années, quelles ont été peut-être les étapes qui ont expliqué ce tel développement, hein, ce boom, littéralement, de notre secteur d'activité. Bon, déjà à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, bientôt 20 ans, quand même, il y avait encore la subvention qui existait. Hein. Tu faisais table d'hôte en chambre d'hôte, tu avais de la subvention, tu fais de la BJ de France, tu avais de la subvention, tu rénovais ta grange, tu avais de la subvention, c'était incroyable. Bon, je ne sais pas toute l'histoire, mais certains me connaissent, hein. Ma mère, ça fait 20 ans qu'elle a des chambres d'hôte, et en effet, à l'époque, chambre d'hôte, 2002, Gîtes de France 2002, subvention, peut-être 10, 15, 20 000 euros à peu près, quoi. Net, hein, pas de remboursement, pas un emprunt à taux zéro, quoi, un sub pur, venant de l'ADT, Yvelines, etc., etc. Truc assez incroyable. Donc ça, c'était une première étape, montée en gamme. Subventionné en partie par des subventions. Bon, notre cher Ave Novelli demeure, hein, l'auto-entreprise a aussi fait évoluer notre secteur hein, pour permettre à des indépendants, selon leur âge, à créer leur propre structure en auto-entreprise. Airbnb, qui est arrivé sur le marché français en 2010, il y a 14 et quelques années, hein, ils ont ouvert le bureau à l'époque avec un logo qui était bleu, vous vous en souvenez? Voilà, le logo était ouais, exact. Bon, à l'époque, voilà, c'était un ovni, quoi. Airbnb, l'histoire du gars qui a laissé son sofa bed lors d'un gros colloque à San Francisco, et voilà, on sait ce qu'il est aujourd'hui. Hein. C'est une boîte qui pèse 10 milliards à peu près de chiffre d'affaires par an, et qui fait 5 milliards de marge, quoi. Bon, 50% à peu près, c'est confortable. Hein. Voilà. Évidemment, Booking.com, qui existait avant Airbnb, hein, mais dont le marché, je dis chambre d'hôte, n'était pas du tout sa came. Hein. Booking.com, c'était l'hôtellerie, les amis. Ok. Sauf qu'à ce moment-là, vers 2011 à peu près, il s'est intéressé aux chambres d'eau dans un premier temps. Et maintenant, depuis Covid surtout, vu qu'il avait du retard par rapport à Airbnb, il a dû aussi bouffer nos fameux gîtes, nos meublés tourisme. Ok.
Donc ça aussi, ça a accéléré évidemment l'offre, la demande, etc., le marché. Covid, forcément, je suis obligé de vous en parler. Hein. Waouh, la Covid, ça, on a pris la grosse laque qu'on a vu précédemment, ou depuis cette période-là, notamment dopé par les conciergeries locatives. J'étais intervenu justement sur ce sujet l'année dernière, et c'est pas prêt de finir, malgré que c'est en train de se, voilà, de se circuler au niveau de l'Assemblée. Les conciergeries qui en moyenne gèrent à peu près 50 biens, selon vos différents territoires, donc il y en a à peu près, selon nos estimations, 250 000 annonces qui sont gérées par des concierges locatives. On n'est plus dans le modèle d'avant, je suis propriétaire foncier et je suis hôte d'accueil, gestionnaire de mon établissement. Je suis beaucoup propriétaire foncier, mais potentiellement, ceux qui vont exploiter mon lieu, ce n'est pas moi. Il y a l'agence immobilière historique, hein, en station notamment de montagne, hein, ou ailleurs, ou littoral, et évidemment aujourd'hui les conciergeries locatives. Alors, let's go pour embarquer dans nos voyages, continuer ce voyage spatio-temporel. Charlotte, je te laisse les quelques... Vous la reconnaissez? Ginette, exactement. Ginette, Gisèle, comme on veut. C'est le profil un peu type hein, de la masse, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, du cœur de vos interlocuteurs encore aujourd'hui. Et c'est ceux qui ont démarré, on va dire, cette activité-là. À l'époque où combien il y en avait qui vivaient de cette activité, ça se comptait, je pense, sur les doigts d'une main sur vos territoires. Aussi grand le territoire est-il? Je cherche la vallée de la Dordogne, je ne trouve plus. Ah pardon, excuse-moi. Même si le territoire il est très grand, je pense que ça se comptait sur les doigts d'une main. Ça a évolué. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout le monde en vit, évidemment. C'est pas possible. Mais il y a de plus en plus de profils plus pro, qui ressemblent un peu plus à ça, à la petite famille parfaite. Nos amis parisiens, après un burn-out, qui vont acheter une ferme sur vos territoires pour créer des gîtes et des chambres d'hôtes en permaculture. Vous l'avez celui-là aussi? Et puis on a aussi ce profil-là. Un petit côté Monsieur Juppé, plutôt investisseur, plutôt à rechercher la rentabilité pure. Et l'hospitalité, je pense qu'il ne sait pas trop ce que ça veut dire, et c'est un peu le cadet de ses soucis. On a cette cohabitation, avec quand même aujourd'hui, oui, une majorité encore aujourd'hui dans votre parc de Gisèle. L'apparition de plus en plus du petit couple parfait, de la famille parfaite, et l'investisseur qui est là aussi. On a vu aussi une complexification de l'activité, une complexification des réglementations. Je ne vais pas faire toute la réglementation, mais les formations hygiène, la loi Hadopi, les formulaires POI, la déclaration sur l'INPI, tous les trucs qui finissent en I, là, comme ça, qui vous posent des questions de temps en temps et où ça vous met dans des situations inconfortables, notamment quand ça commence à parler des impôts, parce que vous n'êtes pas avocat, juriste, fiscaliste, vous non plus. Et on voit du coup un peu un fossé entre j'ose dire l'ancienne génération des propriétaires qui en faisaient une activité secondaire, ceux qui en font leur boulot principal, ceux qui en font pas leur boulot principal mais où il faut que ça tourne, parce qu'il y a peut-être un petit emprunt au cul et que si on veut pas léguer les dettes aux enfants, il faut que ça tourne. Et du coup, il y a un fossé. Il y a un fossé entre ces deux typologies, ces trois mêmes typologies de prestataires. Et pour vous, c'est pas forcément évident, du coup, de savoir comment on jongle avec ça. Est-ce qu'on continue à s'intéresser à Gisèle? Est-ce qu'on se dit que, par définition, c'est une offre qui va, pardonnez-moi, tendre à diminuer? Et la réglementation, elle va pas en se facilitant non plus. Et Jérôme va vous en parler brièvement. Mais oui, ça fait partie aussi de la complexification de la suite, quoi. Merci pour ce portrait
un peu 3 segments là qu'on a bien, je pense, en tête sur le territoire, avec différents ratios, selon encore une fois où est-ce que vous êtes localisé. Alors, c'est le moment, je vais dire, pas fun, mais bon, il faut qu'on passe par là. Alors, est-ce que vous avez une idée, alors on se parle du nouvel abattement, de nouveau taux en micro BIC, qui va entrer en vigueur là pour les impôts qu'on va déclarer l'année prochaine sur 2024. Alors, bon, on est en effet sur 30, c'est-à-dire qu'on était sur un abattement, vous en souvenez, qui était, quand on n'était pas classé, de 50 et classé 71. Ça, les amis, c'est fini, à part si l'Assemblée commence à revoter. S'ils vont le faire, c'est encore plus drastique. Donc autant qu'ils s'arrêtent sur ce chemin-là, qui est déjà pas terrible. Donc là, typiquement, ceux qui vont déclarer leurs impôts l'année prochaine sur leur revenu 2024, à l'heure où je vous parle, ils sont sur un abattement qui va être de 30%, qui est sur le niveau, en effet, des non meublés, quoi. Ok, donc là, déjà, c'est un tsunami, quoi. Pour, encore une fois, Gisèle Ginette, appelons-la comme on veut, ça va secouer dans les branches, quoi. Voilà, ils vont vous appeler à un moment ou un autre, ça va être un gros bordel, la ligne de l'OT va être saturée, et voilà, et peut-être le bureau des pleurs, il va falloir l'aider, l'accompagner, enfin bon, bref. Derrière, là où c'est pas fini, et c'est là où il y a une distinction, je vous afficher après, limite des 15 000, c'est là où il y a un avantage pour être classé. Parce que en non classé, on va être jusqu'à 15 000 en micro-foncier, micro-BIC. Ok, désolé, je parle chinois, hébreu pour certains, selon vos niveaux respectifs. En micro-BIC, tu seras sur du 30% et d'abattement, et donc sur 15 000 € maximum de revenus. Si tu es classé, tu seras sur 30 000. C'est un avantage de dingue, on est content. Ouais, alors, à l'époque, encore une fois, sans brouiller tout le monde, on pouvait aller sur ce régime-là jusqu'à 170 000 € en étant classé à peu près, et non classé, on pouvait aller jusqu'à 77 000 € à peu près par an. Aujourd'hui, on est raboté à 15 000 max et 30 000 max. D'accord, donc la situation est compliquée. Petit QR code, voilà, vous pouvez scanner ou pas tout de suite, sur un article du blog d'Eloa. Eloa, on aime, on n'aime pas, on l'a déployé en marqué le PS ou pas, on s'en fout, mais ils ont un blog qui est plutôt sympa. Plutôt bien fait, bon, qui est un peu agressif niveau marketing, mais bon, ils essaient de vendre leur cam, c'est normal, mais plutôt bien fait, actualisé régulièrement, etc. Et donc là, c'est extrait justement de leur dernier article. Ce qui va se passer, et là attention, encore une fois, lisez l'article et il va falloir prendre le temps de défricher, décrypter les articles du projet de loi finance, etc. Les gîtes ruraux auraient un abattement de 50%. Qu'est-ce que les gîtes ruraux par rapport au nombre d'habitants, densité, etc., j'en sais rien. À l'heure où je vous parle, c'est pas précisé. Ok, donc 30%, classé, pas classé. Si tu es un gîte rural, 50, et ensuite 15 000 classé, pas classé, pardon, et 30 000 si tu es classé. Ok, le régime, là peut-être là où tout le monde s'engouffre en ce moment, c'est sur le régime réel. Je répète, je ne suis pas juriste, fiscaliste, comptable. Rapidement, pour ne pas vous assassiner l'esprit tout de suite, le régime réel, c'est simplement être en mode comptabilité société, quoi. Ok, donc on va avoir un amortissement, on va déclarer ses chiffres d'affaires, on va avoir des charges d'exploitation, faire un bilan comptable, compte annuel, compte d'exploitation, etc., etc. Il y a deux choses à préciser rapidement par rapport à ça. La première, il y a une notion de TVA qui est en train de se durcir aussi. Lobbying sans aucun doute de l'hôtellerie auprès de notre nouvel élu ministre, qui fait que la TVA pour les meublés touristes ont été plus ou moins exempts. Aujourd'hui, ça va moins être le cas. Ok, ils vont plus être soumis à la TVA qu'ils l'étaient par le passé. Je vous rassure tout de suite, ceux qui vont flipper en vous appelant demain, on a quand même toujours le seuil de franchise de TVA qui est à 90 000 et quelques euros. Bon, Madame Michou, autant vous dire qu'elle est peut-être en plafond à 10-15 000 € par an, elle n'est pas du tout considérée là-dedans. Donc ça vous appelle, oh là là, la TVA, j'ai vu un article dessus, j'ai vu un blog, j'ai vu une connerie, j'ai peur, non, rassurez-vous, franchise TVA jusqu'à 90 000, on est tranquille, ok? Donc attention, il y a ça qui circule. Et la dernière chose par contre qui peut être impactant, pas voté encore par le gouvernement, mais bon, je vous apprends rien qu'il faut trouver un peu des sous et faire des économies. L'avantage du LMNP au régime réel, c'était l'amortissement du bien immobilier sur 35 ans maximum, qui permettait de faire la défisque à mort, quoi. Ça, je suis pas encore une fois ni à l'Elysée ni à l'Assemblée nationale, mais bon, il y a peut-être question que ça soit fini, quoi. C'est-à-dire que sur la plus-value, vous allez voir décompter votre amortissement et vous allez être donc taxé à 19% sur la plus-value sur la totalité de l'amortissement plus la valeur ajoutée du bien que vous avez vendu, quoi.
J'espère que vous êtes toujours avec moi, que ça vous refroidit pas trop, mais voilà, pour mettre un peu dans le bain ce qui est en train de se passer, et que typiquement, demain, il y aura des interrogations de vos exploitantes, exploitants, et qu'il faudra avoir des réponses, ou les diriger vers les sachants, avec des choses bien carrées sur ces sujets qui sont quand même complexes, quoi. Donc toujours dans cette lignée de l'évolution qu'il y a pu avoir, hein, bon là on est plutôt sur le profil numéro 2, si on doit être dans la caricature de ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Évidemment qu'aujourd'hui sur vos territoires, la masse propose un hébergement, c'est-à-dire juste un hébergement. 4 murs, un lit, une cuisine. J'espère pas trop de moquettes au plafond. Et ils espèrent que s'ils peuvent louer 3, 4, 5, 6, 12 semaines au choix, que ce soit super. De plus en plus, je pense que vous avez souri tout à l'heure quand j'ai décrit ma famille parisienne, donc c'est que c'est sûrement une réalité sur vos territoires aussi. De plus en plus, vous avez des projets qui arrivent avec des gens qui ont envie de mettre des valeurs au cœur de leur hébergement touristique. Je vous ai pris cet exemple-là. C'est un exemple d'un couple qu'on a accompagné, du coup, très sympathique au demeurant, dans le Lot-et-Garonne, qui donc ont racheté un domaine, enfin un domaine, ça fait très grand domaine, mais ils ont racheté un petit domaine avec quelques hébergements insolites, pas très haut de gamme. Et ils ont envie d'y mettre ce qu'ils sont dans ce projet-là. Et en tant qu'office de tourisme, si je reprends ma casquette et que je me mets dans vos bottes de l'époque, je pense que je me serais dit, ok, c'est super, bah eux, ils n'ont pas besoin de nous. Parce que c'est bon, quoi, ils sont jeunes, ils sont frais, ils ont l'air pro, donc ils vont avancer et puis ils viendront nous voir quand je sais pas, quand ils auront ouvert et qu'ils nous fileront les informations à mettre dans Torrentsoft, Sirtaki, Apidae, Decibel Data, au choix, vous choisissez le vôtre. Et pour le coup, ils ont des questions. Pour le coup, ils ont des problématiques qui ne sont pas liées à la visibilité. La problématique de ce couple-là, c'est pas de savoir comment ils vont se vendre. Bah, ils vont se foutre sur Airbnb et puis voilà, c'est réglé. Et puis ils vont créer leur site internet à côté. Et puis ils vont mettre en place une stratégie marketing. Et ils peuvent avoir des questions par rapport à ça. Mais eux, leur principal, et dans le cadre de notre accompagnement, là où on a passé beaucoup plus de temps, c'est comment je fais un projet rentable qui est en lien avec mes valeurs. Parce que ben, j'ai pas envie de vendre ma nuit 800 balles parce que j'ai des valeurs. Mais si je la loue 50 balles, bah, mes enfants vont manger des cailloux et du coup ça marche pas bien. Quel cible de clientèle je vais choisir? Et ça c'est un sujet sur lequel vous êtes hyper calé parce que les clientèles vous les connaissez sur vos territoires. Et pour le coup vos hébergeurs sont généralement assez nuls, pardonnez-moi l'expression, pour choisir leur clientèle en disant bah moi j'accueille tout le monde. De 7 à 77 ans, français, étrangers, des familles, des couples. Tant qu'ils payent, ils peuvent venir. Sauf qu'à vouloir accueillir tout le monde, en général, bah, on accueille personne. On a passé beaucoup de temps avec eux et c'était hyper intéressant justement parce que d'instinct, moi j'ai plutôt été à leur dire, bah, du coup, vous avez des valeurs, notamment, vous pouvez regarder un petit peu, enfin voilà, Alexandra qui est plutôt sur l'éducation Montessori, qui s'est pas mal, et lui s'est pas mal formé sur les questions de transition, etc. Donc, plutôt valeur éco-responsable, on va dire. Et je lui ai dit, bah du coup, il faut que tu choisisses des clientèles qui ont des valeurs qui correspondent. Et on a débattu, parce qu'on n'était pas d'accord au début, mais c'est son projet, donc j'ai dit qu'il avait raison à la fin, parce que évidemment que c'est lui qui a raison. Il a dit non, moi je veux des clientèles qui vont venir pour autre chose, qui vont venir parce que c'est proche de la nature, qui vont venir parce que c'est insolite, et je veux planter des graines dans la tête de ces gens-là. D'où graines de nature. Et c'est hyper enrichissant de pouvoir discuter avec ce type de personnes.
il se pose également des questions sur comment on fidélise les clientèles. Ça aussi, hein, ça fait partie des sujets que vous maîtrisez, en tout cas que vous vous posez ces questions-là. Et le territoire, c'est un outil de fidélisation pour des hébergeurs. Et après, effectivement, toutes les questions de visibilité. Mais finalement, leur principale problématique, c'est le marché. Et le marché, personne ne le connaît mieux que vous. Enfin, personne. Peut-être le chef de l'observatoire d'Airbnb, mais sinon, en tout cas, vous le connaissez très bien. On a voulu après vous faire un petit flashback d'une stratégie marketing telle qu'on pouvait l'imaginer il y a 20 ans pour ce type d'hébergement, hein, pour des chambres hautes et des gîtes. Qu'est-ce qui n'apparaît pas, qui aujourd'hui malheureusement est devenu incontournable? Ouais, hein, merci, hein, forcément les agences de voyage en ligne. À l'époque, rayonnaient des labels, hein, qui avaient quand même une belle puissance de frappe. Vous aussi, vous étiez évidemment dans le jeu ici. TripAdvisor, la boîte a été créée en 2000, pardon. Donc Trip existait déjà. Est-ce qu'ils étaient dessus? Pas forcément, hein. On les conseillait d'être dessus tout de même à l'époque. Google Maps était encore en version bêta. Ça a été créé même en 2005, si je dis pas de bêtises. Et surtout, il y avait les annuaires spécialisés. Cibevasion, vous connaissez sans doute encore aujourd'hui. Amivac, qui existe encore, qui a été racheté, qui a changé de logo, etc. etc. C'était simple, d'accord? Peut-être déjà trop compliqué pour certains, mais c'est déjà simple. Et surtout, c'était les ventes qui étaient... Chez nous, c'est un cheval de bataille, hein, qui était direct. Hein. Parce que même GDF, hein, J2France, pas Gaz de France, hein, c'était pas encore la puissance de frappe de leur vente en ligne, leur commission, etc. Donc c'était surtout de la porteur d'affaires. Hein, ils donnaient le client à l'hébergeur qui allait après contractualiser potentiellement en direct. Donc c'était plutôt simple, pas onéreux. Typiquement, voilà, c'est pas des sommes monstrueuses qu'il fallait dépenser, il n'y a pas de commission. Et tu avais du résultat, quoi. D'accord? Parce qu'aussi la concurrence était beaucoup plus faible qu'elle l'est évidemment aujourd'hui. Donc on s'amusait évidemment à faire ce job-là et puis maintenant aller en 2024, quoi. Attention. Ça va piquer. Comme l'a dit Jérôme, forcément plus de concurrence, sauf pour, encore une fois, les tout petits qui, s'ils font 3 semaines de log dans l'année, ils sont contents. Bon, effectivement, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Normalement, moi, ce que je leur dis souvent, à peu près n'importe quel hébergeur touristique arrive à remplir un minimum l'été. Quand on est 50 et qu'on se partage le gâteau qui est 1000, c'est pas très dur. Par contre, quand les clients ils sont 10 et qu'on est toujours 50, c'est là que ça devient plus compliqué. Et donc ça nécessite d'autres choses, d'avoir un positionnement notamment, mais ça nécessite aussi d'avoir une stratégie web marketing bien plus offensive. Je vous fais pas le tour de tout, mais là c'est un exemple à côté de Nîmes qu'on a accompagné. C'était 4 gîtes pour couple avec un espace bien-être. Ça vous donne un peu le contexte, avec évidemment un objectif pro de faire quand même du chiffre d'affaires pour se dégager un salaire. Et donc on voit, oui, des annuaires spécialisés, des annuaires généralistes, Cibevasion toujours là, le résistant, et qui fonctionne plutôt toujours bien, aussi moche soit-il. Des annuaires de niche. Oui, une fois qu'on sait quelles sont les clientèles qu'on veut aller capter, c'est vachement plus simple d'aller sur les bonnes plateformes. Les réseaux sociaux qui sont arrivés depuis un petit paquet, hein, mais et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu moins d'ateliers cette année sur les réseaux sociaux. C'est pas pour me déplaire, mais forcément aujourd'hui devenu incontournable. Les sites d'avis toujours présents. Je vous rassure, vous êtes toujours là aussi. Pour la petite histoire, en bleu, c'est indispensable. En violet, c'est optionnel. Ça vous fait plaisir? Les agences de voyage, évidemment, hein, qui aujourd'hui sont incontournables. Elles sont en bleu-violet parce que c'est une slide qu'on utilise aussi pour les activités de loisirs.
que pour le coup, sur les activités de loisirs, on peut encore s'en passer. Donc des agences, pareil, généralistes, des agences thématiques. Et ensuite, MetaChurch pour essayer de passer devant les OTA sur Google, nos amis labels et groupements, un peu de pub en ligne, Google AdWords, un peu de publicité sur les réseaux sociaux et un petit peu de newsletter pour fidéliser sa clientèle. Et avec un petit peu de tout ça, on espère, enfin, le prestataire espère, en l'occurrence, répondre à ses objectifs. Mhm. Après, c'est le positionnement de ce porteur de projet. Alors, en l'occurrence, nous, on considère qu'il y a certains porteurs de projet où c'est très pertinent qu'ils aillent chez Gîtes de France, et il y en a d'autres pour qui on considère que c'est moins stratégique et moins pertinent. En l'occurrence, pour celui-ci, c'était pas, à notre sens, stratégique. Et donc, du coup, alors, je pense pas que je suis en train de dépeindre. Jérôme, tu veux? Ouais, bah, je vais enchaîner rapidement. Je sais pas trop qui on est, comment niveau timing. Bon, on pourra en discuter avec plaisir, hein, pas de souci par la suite. Encore une fois, c'est juste une question de positionnement. Il avait une cible très spécifique, et puis après, bon, le client aussi a ses choix à prendre par rapport à sa stratégie. Et on n'est pas anti-Gîtes de France, comme l'a dit Charlotte, en fonction du projet du client, de ce qu'il veut faire, déléguer, payer, etc. Voilà, on est tout à fait capable de l'amener aussi vers Gîtes de France, qui en effet évolue. Ok, pas de souci, c'est votre opinion et ça se respecte. Alors, très vite, marketing du futur, sans prendre voilà, encore une fois, une boule de cristal ou quoi que ce soit sur le futur. Bon, forcément, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a que 30% à peu près de nos acteurs touristiques qui ont emparé le sujet. Quand on fait des interventions auprès de différents prestataires, bon, Gîtes, Chambre d'Hôtes, ils sont encore loin, très loin de ce qu'on a abordé pendant ces 2 jours-là à Pau. Ok, mais pourtant, ça pourrait enfin leur gagner du temps sur des choses qu'ils ne font jamais. Les avis, newsletters, à avoir des articles un peu plus récurrents sur leur site, mettre à jour leurs réseaux sociaux, et pas que leur page Facebook soit des dates d'il y a 6 ans sans avoir 2 ou 3 actualités. Donc ça, c'est un truc qui est en train de venir, il faut évidemment les accompagner dans ce sujet-là. La réputation en ligne, c'est pas une nouveauté, mais ça va encore prendre plus d'espace dans les prochains mois. Bon, le côté tarification, pas forcément une tarification linéaire. Aujourd'hui, il y a une techno qui est accessible pour les prestataires, qui leur permet de faire ce qu'on peut appeler du yield management, du volume management. Je n'ai rien contre, j'ai rien pour, je m'en fous. Mais aujourd'hui, en effet, le voyageur est mature sur ces sujets-là. Et avant, notre prestataire singulier, qui était propriétaire exploitant, n'avait pas la capacité financière, et notamment digitale, logicielle, pour mettre en place ce genre de choses. Maintenant, c'est des choses qui arrivent de manière beaucoup plus accessible. Bon, et puis après, Slaughter, sans nommer un acteur, bon là c'est on pourrait dire une start-up. Est-ce qu'elle sera encore là demain, dans 6 ans, dans 6 mois? J'en sais absolument rien. Mais aujourd'hui, c'est de l'économie un peu Web3, pas de commission pour l'exploitant, une commission pour le voyageur. Et voilà, comme c'est une petite boîte qui se lance, je voulais les mettre en avant. Et l'idée pour eux, c'est commercialiser en effet des gîtes, des chambres d'hôtes à l'échelle nationale, sans qu'il y ait de commission pour le propriétaire, avec des valeurs un peu plus, voilà, je veux dire un peu plus nobles que ce que peut avoir nos chers Airbnb, entre autres. Let's go. Très cher, alors là on va partir loin, ça va nous faire du bien peut-être ensemble.
hein, d'être dans un lieu d'accueil régénératif. Exactement. Alors là, je vais vous présenter complètement autre chose. On fait un voyage dans un autre espace et on va essayer de se projeter dans une forme de tourisme qui, avant toute chose, avant d'être responsable, et même si bien sûr elle l'est, elle fait du bien. Donc la démarche régénérative, c'est quoi? C'est pas un nouveau truc fumeux, c'est pas une nouvelle niche de tourisme et ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, du moins au départ. La démarche régénérative, avant toute chose, c'est un chemin. C'est pas des cases à cocher et c'est vraiment une démarche qui part de l'intérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va d'abord œuvrer pour que l'expérience touristique soit transformatrice. D'abord au niveau du voyageur, ensuite au niveau des groupes auxquels appartiennent le voyageur, mais aussi au niveau de celui qui propose l'expérience. Et puis par rayonnement successif et avec la maturité qui vient, on va arriver à faire du bien aussi à son territoire. Et c'est là qu'on fait le pont avec les démarches qui servent le territoire et toutes les démarches RSE au niveau territorial. Donc ça part d'un postulat de santé. J'ai besoin que mon territoire se porte mieux avec toute l'actualité qu'on vit, les dégradations qu'on a pu évoquer pendant ces 3 jours, le contexte qui n'est pas forcément facile. L'idée ici, c'est de se réapproprier la santé au sens large, la santé intégrative qui va travailler sur tous les fronts, aussi bien le physique que le psycho-émotionnel et que éventuellement les dimensions beaucoup plus philosophiques, voire dans certains concepts spirituels. Et toutes ces dimensions-là, ça devient normal. On crée quelque chose d'autre et l'holistique ne devient plus tabou dans ces démarches-là. Donc ça commence par un hébergement qui va proposer de manger sain, de vivre sainement, de faire des activités connectées à la nature, concrètement. Et puis petit à petit, ça va interroger nos modes de vie. Ça va proposer d'autres façons d'être, d'autres façons de faire. Ça va ouvrir des espaces où on a le droit, à nouveau, de se poser des questions, d'essayer, et on a le droit à l'erreur. Aussi bien du côté du voyageur, qui peut essayer des choses et se dire « ok, c'est pas pour moi », ou du côté de l'hébergeur qui propose l'expérience et éventuellement qui ne va pas faire mouche auprès du visiteur, mais qui lui aura permis de vivre l'espace d'un instant quelque chose de différent et de s'interroger, de se rapprocher de sa vérité. Donc c'est très philosophique. Dans la démarche, on est obligé de parler de démarche avant de parler de concret, parce que le concret, c'est une conséquence de cette démarche. Donc la démarche en soi, elle est relativement simple, même si le graphique vous montre un certain nombre de choses, mais si on devait la résumer en 4 mots, on commence par comprendre l'identité et les besoins du lieu sur lequel on est en tant qu'hébergement. Donc peut-être j'ai un lieu à forte portée historique, peut-être que j'ai des traces d'habitation très anciennes, peut-être qu'ici il y a eu un moulin, peut-être qu'ici il y a eu les traces de la guerre, peut-être qu'ici il y a eu des histoires hyper inspirantes avec des pionniers qui ont tenté des choses qui n'existaient pas dans la région. Ça va parler de l'identité de mon lieu. Et puis il y a mon identité à moi, qui je suis, quel parcours j'ai fait dans ma vie, pourquoi je suis en train de faire cet hébergement. Donc là on n'est plus du tout dans le cliché de monsieur l'investisseur, on est dans le cliché de la famille parisienne. Mais on peut très bien être un enfant du pays et se dire « ok, moi j'ai envie de servir mon territoire en proposant cette expérience-là ». Je ne suis plus dans le pur hébergement qui gagne de l'argent, je suis dans l'expérientiel. Donc ça, vous avez déjà dû entendre ce mot-là. Et donc à partir de ça, je vais proposer quelque chose. Je ne vais pas faire en sorte de plaire à mes clients. Je propose quelque chose. Donc ça part de moi, ça part de mon lieu et ça rayonne vers l'extérieur. Donc concrètement, ça... déjà en soi, c'est puissant. Et pour aller plus loin dans la démarche et pour vraiment atteindre ce qu'on appelle la régénération, eh bien, je vais me mettre en lien avec mes acteurs de territoire. Donc là, je rejoins un petit peu la démarche de tourisme responsable, économie circulaire, économie locale, renforcement du tissu local. Et donc, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a autour de mon hébergement, qui est présent, qui sont les producteurs, les artisans locaux, les créateurs locaux. Et je vais leur proposer d'intégrer mon projet avec leur singularité et de rajouter un petit supplément d'âme à mon lieu qui devient un espace de création. Et là, je vais enrichir mon expérience touristique et je vais proposer quelque chose d'autre qui reflète la diversité, les mosaïques qu'il peut y avoir de talents et d'identité territoriale. Et donc là, je propose quelque chose d'encore plus puissant. Évidemment, ce n'est pas facile à faire.
Donc il va falloir partir d'une intention partagée qui, dans une forme très mature, peut devenir une sorte de mission, un peu comme les entreprises à mission. Et là, on rentre un peu dans la logique à mi-chemin entre l'entreprise à mission et le territoire à mission. Et on construit ça ensemble, on co-construit ça ensemble et dans la durée. C'est-à-dire que c'est jamais figé. En fonction des nouveaux talents qui arrivent sur le territoire, en fonction de l'actualité, de ce qui se passe. Si par exemple, je me retrouve dans une vallée qui subit des dégâts importants suite à une catastrophe naturelle, mon identité de vallée, forcément, elle va porter la trace de ça. Et donc, je vais devoir me réinventer. Et je me réinvente collectivement. Bien sûr, si je suis tout seul à porter mon territoire, mon lieu, mon petit lieu d'accueil, je ne vais pas aller loin. Ça va être hyper dur. Par contre, si je suis soudée avec les autres acteurs, évidemment que ça sera compliqué, mais on va reconstruire ensemble, ça ira plus vite. Et donc, on va construire quelque chose de très fort qui va porter une histoire. Donc, comment on fait pour arriver à ça? Quel modèle économique se cache derrière? Ça, c'est la grande question. Alors, je n'ai pas la réponse toute faite. Tout simplement parce que la démarche régénérative, c'est co-construit. Et les modèles économiques régénératifs, aujourd'hui, sont émergents. Donc, on va parler beaucoup de serviciels. On va parler de, par exemple, louer du matériel plutôt que vendre du produit. Mais on n'a pas besoin de s'empêcher de vendre du produit, surtout si c'est local et que c'est issu de l'agriculture vertueuse, à défaut d'être régénérative. Et surtout, on peut y aller par étapes. On ne va pas d'office demain basculer dans une économie régénérative. Il y a peut-être 15 ou 20 ans d'essai avant d'avoir un modèle résilient et robuste. Donc ça, ce n'est pas pour les investisseurs, hein, très clairement. Du moins pas les investisseurs d'aujourd'hui, parce que dans 20 ans, quand le climat sera différent et qu'on pourra faire beaucoup moins de choses avec les investissements, la question va se reposer. Mais on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour les investisseurs, c'est pour des gens qui ont une vocation, une espèce de foi et un amour du territoire. Et donc moi, ce que je propose de faire, c'est de réfléchir ensemble avec des gîtes et des chambres d'hôtes motivés pour se lancer dans une éventuelle expérimentation. C'est de voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer déjà un chemin, visualiser un chemin pour aller expérimenter des mini-projets qui nous rapprocheraient de concepts régénératifs. Donc en se posant certaines questions, en re-questionnant l'expérience qu'on propose et ensuite en allant s'inspirer de bonnes pratiques qui existent déjà à l'étranger, mais aussi en France, parce qu'il y a déjà des acteurs qui s'engagent dans ce type de démarche, mais ceux-là, ils n'ont pas une stratégie Internet béton, hein, très clairement. Ils font même pas la première vignette avec tous les trucs orange, là. Ils en parlent à personne, ils sont pas sur les réseaux sociaux, et il faut vraiment les connaître, et il faut vraiment tomber sur eux pour se rendre compte de la portée de la pépite. Donc c'est ça, moi, que je recherche aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'un jour, quand les idées auront avancé, que la démarche sera beaucoup plus mature et que les territoires seront prêts aussi à soutenir ce genre de démarche, parce que l'idée, c'est pas que des petits hébergements s'engagent seuls dans leur coin, c'est qu'ils aient un organisme de destination qui soit soutenant et qui les appuie dans leurs expérimentations, qui les portent, qui leur amènent des outils, qui les aident à consolider un modèle économique, pour au moins enclencher les premières phases. Donc aujourd'hui, c'est ça que je cherche à faire. Alors là, j'avais fait un petit focus sur les dernières phases où on va essayer d'aller chercher des exemples concrets de qu'est-ce que ce tourisme apporte comme bienfait et comme bénéfice et comment est-ce que concrètement on peut aller plus loin dans la création de valeur et dans l'expérience. Donc par exemple, je vous donne concrètement une chose que vous pouvez faire. Aujourd'hui, vous avez un hébergement qui, à l'intérieur, est conçu de manière cosy pour un type d'activité itinérante, ou randonnée ou vélo, label accueil vélo. Demain, si je veux faire tester quelque chose qui s'inscrit dans l'esprit du régénératif, je me dis ok, je vais aller encore plus loin, je vais redesigner mes espaces pour que les gens se sentent bien à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les trucs pour ranger le vélo et c'est pas juste pratique. Je vais aller me re-questionner sur l'espace, je vais introduire par exemple des plantes, je vais utiliser le feng shui de l'habitat pour complètement réaménager l'intérieur avec les couleurs, avec des jeux de lumière, avec d'autres éclairages, d'autres dispositions dans les chambres. Et là, mon visiteur, dans l'espace, il va se sentir autrement mieux. Et donc, pour la récupération et le lendemain, l'activité, bah, franchement, c'est sans comparaison et c'est génial. Donc voilà un exemple d'idée concrète. Et donc, dans ce genre de modèle, vous comprenez bien qu'on ne va pas avoir les mêmes indicateurs.
Donc on passe de la nuitée marchande que tout le monde connaît très bien avec toutes ces stratégies d'acquisition magnifiques et ces chiffres d'affaires à des indicateurs qui vont rendre compte du niveau de transformation et de la maturité de la démarche. Donc on va aller beaucoup plus sur des indicateurs qui sont en lien avec la santé, qui sont en lien avec les stratégies de partenariat, le niveau le nombre de fournisseurs locaux, le chiffre d'affaires généré sur des activités en lien avec la nature à très faible impact négatif, et la fidélisation, par exemple. Charlotte, je te laisse la suite. Si je te rends le micro. Je vous fais pas l'évolution du marketing de service depuis 20 ans. D'une part parce que je vous cache pas qu'en 2005, les offices de tourisme, ça me parlait pas du tout. Du coup, vu que ça m'intéressait pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été lire les articles de Monsieur Jean-Luc Boulin, qui était déjà là à l'époque, lui. Et en l'occurrence, cet article-là, par exemple, qui est pas de Jean-Luc, ça date de 2012. Je pense que des fois, on pourrait presque le lire encore, avec quelques ajustements, mais pas si loin que ça. Ah merde, on n'est plus indispensable pour la visibilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu bien sûr plein de choses qui se sont faites. Encore une fois, je ne vais pas retracer, parce qu'on n'a pas le temps. Un moment fort quand même a été les ANT. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été formés à ANT. Ça a été pour moi, en tout cas, un vrai moment où on s'est dit, tiens, on peut peut-être accompagner individuellement. Tiens, on peut peut-être réunir les prestataires, on peut leur transmettre de la compétence technique avec plus ou moins de succès en fonction des territoires, en fonction des moyens qui ont été attribués. J'en dis pas plus. Voilà. Tac. Je préfère le faire de manière participative et j'aimerais bien que vous leviez la main par rapport aux services que vous proposez auprès de vos hébergeurs. Je pense que ça vous intéresse aussi de savoir qui fait quoi là-dedans et si vous êtes tout seul à faire des trucs ou si vous vous rendez compte que tout le monde le fait. Je vous cache pas que je vais prendre l'anti-sèche. Alors, qui dans la salle donne des informations sur les démarches administratives à faire quand on est gîte et chambre d'hôte? Ok, petite moitié. Qui fait de l'accompagnement à la labellisation ou au classement? Ok, beaucoup. Qui propose des ateliers ou des formations en interne ou en externe? Ok. Qui fait des rendez-vous conseils chez les hébergeurs pour des sujets X ou Y? Ok. Ça lève beaucoup. À ma droite, ça lève beaucoup. Qui transmet des infos un peu observatoires, statistiques, tendances? Vous faites tous beaucoup de choses. Hein. Qui propose des services de visibilité? C'est tout? Je suis étonnée. Qui propose des actions de mise en réseau des acteurs, type Eductour? Ok. Qui a négocié avec, exemple, des outils métiers, type des PMS, type LOA par exemple, pour les fournir à vos hébergeurs de manière gratuite ou payante? Ou Airbnb par exemple, ça rentre aussi là-dedans. Ok. Et qui fait de la commercialisation? Pardon. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont levé la main à toutes les questions. Vous êtes combien? Et vos journées durent combien d'heures? La question, évidemment, c'est pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. L'objectif, c'est de voir qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, ce qui m'intéresse et ce sur quoi je voudrais insister, c'est le triptyque effort, temps, impact. Comment on fait ces choix-là? Comment on choisit si on va les amener dans les conseils aux démarches, si on va les amener dans du conseil à la déco ou à la visibilité, etc. C'est le lien aussi avec Elsa, c'est le prisme du territoire. C'est quels sont les enjeux aujourd'hui sur votre territoire? Où est-ce que vos élus ils veulent aller? Quand ils savent où ils veulent aller, évidemment.
Et ça doit vous servir d'entonnoir, de dire, bah, ça rentre dans la stratégie, et ça rentre pas dans la stratégie. Et après, ça nécessite, ce qui est compliqué, de renoncer à certaines choses. Et donc d'arrêter certaines choses qu'on a fait depuis toujours, et qui n'est pas forcément toujours évidente. Alors ces slides-là, ça marche au micro? Oui, ok. Ces slides-là, c'est pour vous donner de l'espoir. Ça marche pas? Bon, écoute, je vais faire simple. Ça c'est bien, ça marche. Donc, dites à l'avenir que vous arrivons, c'est une phrase du directeur de l'Institut des futurs souhaitables, qui est un institut de prospective, qui interroge sur un podcast tous les explorateurs et tous les pionniers scientifiques de notre actualité, qui réinventent des nouvelles choses dont on n'entend pas forcément parler dans l'immédiat, notamment autour des sujets biomimétisme, bio-inspiration. Et donc là, ce que j'ai souhaité vous faire passer sur cette slide, c'est que vous avez le pouvoir de créer un autre avenir sur votre territoire. Alors bien sûr, il y a des réalités, bien sûr, il y a des difficultés, mais ensemble, vous avez la capacité de co-construire. Et les territoires, ils ont un super pouvoir, c'est cultiver un imaginaire avec le marketing de destination. En travaillant sur l'attractivité territoriale, mais plus uniquement pour faire venir des gens et leur faire plaisir avec des choses artificiellement construites, mais vraiment leur faire plaisir avec qui on est et ce qu'on a envie de porter, des valeurs. Et donc ça, c'est une démarche qui va soutenir les hébergements dans leur capacité à innover, à proposer de l'expérientiel, à avoir de l'audace, à proposer des choses qui prennent soin et qui se reconnectent au vivant. Il faut de l'audace pour réussir à faire ça dans le monde dans lequel on est. Mais aujourd'hui, ça correspond à un vrai besoin des gens, à un vrai besoin qu'on a tous. Vous avez entendu parler de l'égocène ce matin, avec une société qui est dans un espèce de consumérisme caché dans l'expérientiel et qui voudrait que le monde se plie à nos désirs. Le tourisme régénératif propose de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire remettre le territoire au centre et les gens viennent s'acculturer au territoire, apprivoiser ce territoire, se l'approprier, le faire un tout petit peu sien et repartir avec un petit bout du territoire dans le cœur pour reconstruire leur vie. Il y a vraiment une notion de restauration et de reconstruction. Je vous propose qu'on passe directement aux questions. C'est une conclusion très brutale. Je m'en excuse. Mais je préfère laisser voilà, du temps pour que vous puissiez vous exprimer si vous avez des questions, des remarques, des retours d'expérience sur voilà, vos hébergeurs, sur le tourisme régénératif. C'est l'appel du café qui... Ou alors c'était extrêmement clair. Pas de questions ? C'est la première fois. Je dois être à ma 8e édition. J'ai toujours eu une question. Vous voulez qu'il vous parle de fiscalité ? Justement, fiscalité, c'est une question qui revient très souvent dans nos offices, à laquelle, moi j'estime qu'on n'a pas forcément la compétence, parce que ça change à peu près tous les ans. Et moi je voulais avoir l'avis des collègues, savoir comment vous faisiez pour... Est-ce que vous répondez à ce genre de questions, ou est-ce que vous renvoyez les hébergeurs vers, voilà, vers les impôts, vers les labels, vers d'autres instituts. Donc cette question vous est adressée, chers amis. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience. Eh ben, je trouve que c'est une question qui devient de plus en plus compliquée, justement, et que l'hébergeur, il a son... Comment dire? L'hébergeur, en fait, il n'y a pas une réponse type, donc il y a une réponse pour lui. Et selon son modèle économique, est-ce qu'il travaille, il ne travaille pas? Est-ce que sa femme travaille, ne travaille pas? Ça va changer les choses. Et donc pour nous, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de répondre, et il faut les renvoyer, à mon sens, vers des spécialistes. Vers les impôts, voilà. Exactement. Je rebondis par rapport à ça. Quand je vois, moi, personnellement, qu'il y a des gens dans des offices qui font des formations de 2, 3, 4 jours sur la fiscalité,
Alors, je dis ça et en même temps je l'ai fait. Donc, mais parce que j'étais dans le même cas de figure et je me disais, bah, c'est des sujets qui sont à enjeu, donc il faut que je me forme pour pouvoir donner du conseil. J'ai fait 2 fois la formation. Je pense pas être complètement débile, mais je pense que je l'aurais fait 8 fois, bah, que ça me parlerait toujours pas en fait. Parce que c'est intéressant quand on a son propre cas de figure et qu'on y va et qu'on se dit, ah ok, là je rentre dans telle case, là je rentre dans... Ah ok, ça me concerne pas. Mais en fait, c'est un autre métier. Et il y a de la valeur dans vos structures. De la valeur compétence, elle est présente. C'est pas comme si vous aviez rien à leur apporter. Mais par contre, à la limite, avoir le bon contact, le numéro, le mail de la bonne personne aux impôts. Il y a encore quelques années, c'était plus facile, je trouve, parce qu'on avait des fascicules où tout était expliqué, chaque année renouvelé, mise à jour. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. C'est ça. Donc on botte en touche, enfin, c'est ce qu'on fait. Soit il faut rester très informatif, mais on l'a bien vu, les textes changent très régulièrement selon la source, etc. Donc déjà on prend un risque à ce niveau-là, réellement. Soit en effet on a des relais, et là on va pouvoir vous mettre en avant à J2France ou autre, voilà, des gens qui ont au sein soit des partenariats, soit des vraies personnes qui sont spécialisées sur ce niveau-là justement d'expertise. Parce que c'est très complexe, et comme vous l'avez dit de madame très justement, c'est que chaque cas de figure a une réponse différente. Selon le montage financier, selon la situation de madame, de monsieur, leur marital ou pas, les enfants ou pas, enfin c'est un bordel quoi. Et là-dessus, il faut pas vous mouiller, c'est très compliqué, ça engage les familles, les foyers, tout. Donc voilà, on peut jouer entre guillemets avec certaines choses qu'on a pu aborder cet après-midi, hein, le positionnement, les segments, le tourisme régénératif. Ah, là, on a pris une claque, moi ça m'a... Là, je pense que je vais en rêver cette nuit à quelques reprises. Et le côté marketing, même si c'est complexifié, voilà, il y a des choses, vous pouvez en effet, selon les ambitions de votre prestataire, soit il peut passer clairement hein, par une labellisation, par rapport à un soutien, par rapport à voilà, des ventes localisées françaises, etc. Soit il veut tout donner aux OTA, bon évidemment c'est une connerie, et vous avez bien compris que c'est pas l'objectif. Mais sur tout ce qui est fiscalité juridique, bon voilà, là il faut pas trop jouer avec ce sujet-là, ou faire intervenir des gens qui sont spécialisés lors d'un lancement de saison, un bilan de saison, une réunion, et voilà, et là vous faites le job indirectement, mais vous faites déjà le job quoi. Voilà, pour non pas meubler, mais répondre à la question et embarquer sur d'autres sujets. Ça va, Geoffrey? Alors, on va passer la petite sucette là, parce que sinon on va se faire un peu gronder. Moi, c'est une question, ça concerne un peu mon territoire aussi. Vous avez fait apparaître le label Accueil Vélo. Donc, nous, on nous a dit de le développer. Voilà. On en a 5 ou 6 sur le territoire, mais on a un retour de prestataires qui nous disent que ça leur apporte rien. Faut être clair, ils payent. Donc, moi, c'est un peu sur ces fameux labels, parce qu'en France, je parle pas juste de France, c'est pour moi une marque commerciale. Hein, je suis un ancien de la maison. Mais de tous ces labels qu'on a créés, etc., on est quand même champion du monde. Donc, je voulais savoir un petit peu votre avis là-dessus. Allez, je me lance. Il y a des responsables Accueil Vélo dans la salle? C'est pas que contre Accueil Vélo. Alors pour le coup, moi je trouve que si je prends juste l'exemple Accueil Vélo, pour le coup, je trouve que c'est un bon exemple qui répond à un besoin d'une clientèle de dire bah je vais d'un point A à un point B, il faut que je dorme. J'ai pas envie de me rajouter 24 bornes parce que j'en ai déjà 50. Je suis pas trop calée en itinéraire, mais j'en ai déjà au moins 50 dans les pattes. J'ai besoin d'un certain nombre de services et ça m'amène la visibilité sur les sites des itinéraires européens. Après, c'est toujours pareil, est-ce que ce label en tant que tel va amener des clients qui viennent à vélo? Ben, si il fait que ça peut être un peu léger. Par contre, pour moi, c'est intéressant déjà même s'il ne va pas jusqu'à la labellisation, bah de répondre au cahier des charges. Et se dire, bah voilà, aujourd'hui, la demande, c'est ça. Je réponds au cahier des charges. Je vais jusqu'à la labellisation, enfin la marque, en l'occurrence Accueil Vélo, ou j'y vais pas. Mais au moins, je sais que je réponds aux besoins de la clientèle. Et ensuite, bah, je vais peut-être aller sur les réseaux sociaux et aller me faire connaître dans des groupes affinitaires de la Loire à vélo, ou le machin à vélo, ou la Scandie bidule truc et tout ça, là. Je maîtrise, voilà, la Vélodyssée. Et du coup, de pousser un peu mon offre,
Je vais peut-être faire aller toquer à la porte des mecs qui font de la location de vélo en leur disant ouais, moi j'ai mon hébergement, etc. Mais c'est pas à mon sens, c'est pas en collant un autocollant sur la porte que va y avoir des hordes de cyclistes, ou peu importe le label en fait, hein, peu importe la qualification, qu'il va y avoir des hordes de gens qui vont dire ah incroyable, je viens chez vous. Ça leur demande de taffer en fait. Et c'est pas facile à dire. Mais ça leur demande d'être un peu plus offensifs dans leurs actions et de pas espérer effectivement que parce que ils ont un label, une marque, ça va faire tout quoi. De la même manière que voilà, ceux qui disent bah oui, je suis sur le site de l'office et ça m'apporte pas de clients. Bah non. Bouge-toi. Une autre question ? Régénératif. Je suis sur une destination où il y a un parc régional. Alors évidemment, dans ce parc, il y a des logements, des hébergements, Gîtes de France, pas Gîtes de France, etc. Et on partage tous finalement cet amour du territoire. Et je me dis, comment commencer à les embarquer là-dedans, puisqu'ils ont tous la fibre, mais on commence comment en réalité ? Alors, comment on fait ? Déjà, on peut s'interroger ensemble sur à quoi ça pourrait ressembler une trajectoire pour aller vers ça. Donc c'est typiquement la vocation de l'atelier que je suis en train de développer. Et donc l'idée, c'est de leur proposer une expérimentation où ils ne s'engagent pas juste pour la première étape. Et à chaque nouvelle étape, ils disent stop ou go encore. Et donc ensuite, ce serait de les accompagner en leur montrant la démarche pas à pas. Donc la première démarche que vous avez vue là, identité, besoin, etc. Et puis après, on rentre dans le design d'expérience. Et là, l'idée, c'est qu'ils reconnaissent tout ce qu'ils font déjà, ne serait-ce qu'un petit peu, et puis qu'ils se projettent sur, ok, ça ressemblera à quoi si je le fais un peu plus, avec les moyens que j'ai. Et en face, je mets le temps, les finances, etc. Et je fais par micro-projet des modifications dans mon lieu. J'ai pas besoin d'aller à un label, il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Je les emmène vraiment à leurs besoins. Et l'idée, c'est qu'ils travaillent ensemble et qu'ils essayent ensemble chacun des petites choses, qu'ils regardent ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, surtout qu'ils se mettent en lien avec leurs clients pour comprendre ce qui leur fait davantage de bien avec ces nouvelles modifications. Et de proche en proche, comme ça, on valide et on co-construit ensemble. Et vous, en tant que parc, bien sûr, eh bien, vous êtes là pour recueillir les bonnes pratiques, pour encourager les progrès, pour les soutenir quand il y aura des difficultés, parce qu'il y a nécessairement des difficultés. Les clients, il faut les acculturer. Vous pouvez beaucoup accompagner sur l'acculturation des clientèles. Donc, vous le faites déjà avec tout le respect environnemental. Eh bien, vous pouvez le faire encore peut-être un petit peu plus en allant sur le champ de tout ce qui va être activité, bien-être, expérientiel, etc. Et pousser un peu plus la communication là-dessus. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de recette magique, mais en tout cas, il y a une co-construction que vous pouvez faire ensemble. Et le gros avantage du régénératif, c'est que c'est très tolérant sur le chemin. Vous pouvez prendre tous les chemins qui sont pertinents par rapport au cas de vos hébergeurs et par rapport au cas des clients. Vous n'avez pas d'objectif à atteindre. Après, plus vous avancez, plus vous êtes mature, plus on met du cadre. Mais le cadre arrive bien après. Contrairement au tourisme responsable où tout de suite on fixe des trucs là et alors là tout le monde panique et c'est en mode « Oh my God, j'y arriverai jamais ». Le régénératif, c'est pas du tout l'esprit.